BFM Business. Jusqu'à 12h30, Intégral Placement, l'émission 100% placement. Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer. Et on répond maintenant à toutes vos questions. C'est l'un de nos principaux engagements, jour après jour au cœur d'Intégral Placement. On reçoit vos questions sur Internet, bien sûr, par mail ou encore sur les réseaux sociaux où vous pouvez nous suivre via @intplacement avec un S à la fin. Et aujourd'hui, c'est donc Frédéric Durand-Bazin qui est resté avec nous pour vous répondre. Frédéric, on attaque tout de suite avec une question de Pascal à Paris qui voudrait souscrire des parts de FCPI d'ici la fin de l'année. Bien évidemment, il y a l'avantage fiscal à la clé et il voudrait connaître les critères à étudier avant de sélectionner le bon fonds. J'ai envie de dire que cette question, elle est doublement d'actualité. C'est aussi pour ça qu'on l'a retenue, parce que il y a toute cette actualité autour des FCPI, notamment sur la liquidité de ces titres. Alors effectivement, il a raison de se poser ces questions parce que dans les années précédentes, on avait l'impression que on souscrivait n'importe quoi, n'importe comment. Ce qui comptait davantage, c'était justement la réduction d'impôts. Les gens ont commencé à comprendre que les FCPI, c'était des fonds pas forcément comme les autres, et que au final, la perte de capital était assez importante. On a même vu des fonds plonger de plus de 90 ou 95%, donc rembourser 5% de l'apport. Bon, évidemment, ils avaient bénéficié d'une réduction d'impôt de 25%, mais enfin, au final, ils ont quand même fait une chute de 70%. Donc, il est important aujourd'hui de se poser les vraies questions sur comment sélectionner un fonds commun de placement dans l'innovation. On en profite pour rappeler un petit peu un de nos leitmotifs. On n'achète pas un produit pour la réduction fiscale. On achète un produit pour autre chose, et tant mieux si cerise sur le gâteau, il y a une réduction fiscale. Justement, bon. Alors, ce petit avertissement fait, comment on fait aujourd'hui si on est quand même intéressé par le FCPI pour autre chose que pour la fiscalité, pour sélectionner finalement le bon fonds et pas tomber sur un bourricot? Alors, le premier conseil qu'on peut donner à notre lecteur, c'est d'abord de regarder l'antériorité de la société de gestion, son expérience. Il y a maintenant à peu près 26 fonds qui sont lancés cette année. Il y a à peu près autant de sociétés de gestion, mais toutes n'ont pas la même antériorité et surtout toutes n'ont pas la même capacité à gérer des investissements dans le non-coté. Donc nous, on aime bien les sociétés qui ont une antériorité, qui ont déjà mené à bien des fonds, qui ont donc un background, qui ont une expérience, qu'on peut quantifier, qu'on peut mesurer. Donc on imagine que 10 ans d'expérience, c'est pas mal. Donc aujourd'hui, par exemple, il y a Truffle Capital, Alto Invest, Next Stage, voilà, ça c'est 3 sociétés qui sont présentes sur le marché depuis le début des années 2000. Et qui ont toutes fait preuve d'une certaine capacité à gérer le non-coté, aussi bien dans les phases économiques compliquées que dans les phases de rallye. À titre d'exemple, Alto Invest là vient de libérer hier un fonds lancé en 2002. Ils ont quand même réussi à sortir 37% de plus-value hors avantage fiscal. Donc ça veut dire qu'au final, l'investisseur aura fait une affaire plutôt assez bonne. Parce que, bon, ramené sur 10 ans, ça fait le rendement du livret A. Bon. C'est pas formidable, mais enfin, d'un autre côté, il a bénéficié de réduction d'impôt et surtout, à la fin, il a récupéré toute sa mise. Donc ça, c'est le premier conseil. Voilà. Deuxième conseil, c'est ne pas hésiter à diversifier ses placements. Ça, on le dit systématiquement, mais ça vaut aussi pour les fonds communs de placement, comme ça vaut pour le reste. Si vous avez 5 à 6 000 euros à placer cette année, pourquoi est-ce que vous n'achèteriez pas des parts de 2 ou 3 fonds communs de placement différents? Comme ça, vous mutualisez le risque. Si un des fonds plonge, espérez que l'autre au moins fasse la balance. Donc ça, c'est. On joue pas les économies d'échelle là. Non, et c'est certainement pas. Et puis justement, le troisième conseil qu'on peut donner aussi, c'est on parle des FCPI, mais il y a une autre forme de fonds qui offre exactement le même avantage fiscal, qui s'appelle le FIP, le fonds d'investissement de proximité. Autant le fonds commun de placement dans l'innovation, le FCPI, lui, il est sur le secteur économique des sociétés non cotées innovantes. Les fonds d'investissement de proximité, c'est plutôt les PME régionales, donc des sociétés qui sont un peu plus mûres, avec des perspectives de rendement qui sont peut-être un peu inférieures. Mais au final, quand on mixte FCPI et FIP, là c'est pareil. On a couvert une classe d'actifs à peu près dans son ensemble et peut-être qu'on a réussi à se couvrir contre les déboires. Voilà, réponse pour Pascal qui s'interrogeait donc sur les FCPI. Une autre question qui nous vient d'Emmanuel. Emmanuel a utilisé sa carte bancaire sur un terminal piraté et a subi des débits qui semblent frauduleux. Suis-je tenu, vous demande-t-il, par ces paiements réalisés à mon insu? Alors donc Emmanuel se rassure, donc bien entendu il n'est pas tenu de supporter les conséquences de ce piratage.
Et la loi prévoit que les sommes devront être recréditées sur son compte, mais à une condition près. Il faut que Emmanuel soit vigilant. Donc là, ça a été son cas. Il a vu qu'il y avait des débits frauduleux. Donc il doit en avertir la banque et la banque doit faire le nécessaire pour recréditer les comptes. Mais il doit l'avertir assez rapidement. Il doit l'avertir dans les 70 jours si le paiement a eu lieu en dehors de l'espace économique européen. Donc il faut bien suivre régulièrement ses comptes. Ouais. Et dans les 13 mois, donc ça reste un peu plus long, dans les 13 mois, si jamais ça a eu lieu en France ou dans un des pays de l'espace économique européen. Donc, a priori, il sera accrédité de ces sommes et les paiements frauduleux seront annulés et la banque va lui émettre une nouvelle carte bancaire sans frais. Voilà, sans frais. Est-ce que parfois, néanmoins, il faut qu'on paye une assurance sur les moyens de paiement? Est-ce que ça existe? Alors ça existe et c'est proposé par toutes les banques. Ça coûte plutôt assez cher quand même, c'est de 20 à 30 euros par an. Finalement, pour garantir un risque qui va quasiment jamais se produire, vu ce qu'on vient de dire. Parce que tous les paiements frauduleux sont à la charge de la banque. Voilà. Donc a priori, ce type d'assurance a assez peu d'intérêt. Le seul petit intérêt que nous on y voit, c'est que sont toujours adossés à ce type d'assurance la possibilité de payer les frais annexes. Donc si jamais on vous a volé en même temps les clés, vos papiers, ça va être pris en charge. Voilà, réponse donc à Emmanuel qui s'inquiète donc après ce piratage de sa carte bancaire. Vous restez avec nous, Frédéric. On vous retrouve dans un instant pour continuer de répondre à nos téléspectateurs et nos auditeurs. Mais d'abord, l'essentiel de l'info avec Sophie Tussaud. Bonjour Sophie. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. L'OCDE abaisse sa prévision de croissance en France. Elle serait de 0,2% cette année et de 0,3% en 2013 contre 0,6 et 1,2 prévu jusque-là. L'OCDE estime également que l'économie mondiale pourrait replonger dans la récession en cas de sortie de route de la zone euro. Lakshmi Mittal sera reçu en toute fin d'après-midi vers 18h par François Hollande. Le PDG d'ArcelorMittal évoquera avec le président l'avenir du site de Florange. Cette rencontre intervient après que Arnaud Montebourg a évoqué l'hypothèse d'une nationalisation provisoire du site. La crise à l'UMP, les députés partisans de François Fillon créent un nouveau groupe à l'Assemblée. Il va s'appeler Rassemblement UMP. Il sera dissous dès qu'un nouveau vote aura lieu. Un scrutin pour l'instant repoussé par Jean-François Copé. François Fillon, de son côté, estime qu'il est la seule solution pour sortir l'UMP de son marasme. Dallas, voilà, on n'est pas encore au dernier épisode. L'essentiel de l'info avec Sophie Tussaud, c'est tous les quarts d'heure et on vous retrouvera, Sophie, dans un petit quart d'heure. À tout à l'heure. Le CAC 40 actuellement gagne 0,1%, 3505 points. Le CAC 40 qui progresse de moins en moins après les prévisions économiques de l'OCDE publiées il y a maintenant une heure. L'OCDE a baissé pas mal de ses prévisions pour les prochains mois. Intégral Placement, Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer sur BFM Business. Allez, on continue de répondre à toutes vos questions, vos messages que vous nous envoyez sur notre site bfmbusiness.com avec Frédéric Durand-Bazin. Une question d'Olivier. Olivier est en train de changer de banque. Il vous demande ce qu'il peut exiger de la banque qu'il est en train de quitter. En fait, la principale problématique quand on change de banque, c'est surtout de faire suivre ces prélèvements bancaires automatiques. Quand vous êtes abonné à EDF, quand vous êtes abonné pour votre serveur internet, pour votre téléphone portable, etc. Il y a tout un tas de prélèvements automatiques qui sont mis en place et c'est pas toujours facile de les retrouver parce que vous pouvez en avoir oublié certains, des abonnements aux particuliers par exemple. Donc en fait, on peut demander à sa banque la liste des prélèvements automatiques qui sont débités sur votre compte. Les banques se sont engagées à les fournir. Par contre, elles se sont jamais engagées à les fournir gratuitement. C'est toute l'astuce. Donc, il faut faire attention à ça. Certaines banques le facturent, c'est plutôt assez cher d'ailleurs. Chez HSBC, par exemple, c'est 15 € pour fournir ce listing. C'est 15,50 € au Crédit Agricole Centre-Est. Donc la solution que vous avez, c'est vous paluchez l'intégralité de vos relevés bancaires depuis un an, vous regardez tous les prélèvements automatiques qui sont ainsi effectués et vous transmettez ces documents à votre nouvelle banque et elle s'occupera de faire les transferts. Il faut quand même admettre que l'outil informatique nous aide pas mal et que généralement avec les outils de recherche sur les sites bancaires, on se paluche pas un an de relevé à la main. Non, on peut le faire de manière informatique. Encore faut-il ne pas avoir perdu ses codes d'accès. Certes.
Bon, bah voilà, réponse à Olivier. Question de Christophe à Lille. Alors, on a toute son histoire, Christophe. Il a souscrit un prêt immobilier pour sa résidence principale l'an dernier. Et puis, visiblement, ça s'est fait un peu rapidement. Et il n'a pas fait jouer la concurrence sur l'assurance. En clair, il n'a pas demandé de pouvoir profiter ou de choisir la délégation d'assurance de prêt. Depuis, il a donc été sollicité par un organisme qui lui dit vous pouvez résilier l'assurance en cours pour du coup en souscrire une via la délégation. Est-ce qu'effectivement on peut le faire? Est-ce à qui il faut qu'il s'adresse? Comment est-ce qu'il faut qu'il s'adresse? Est-ce que ça peut être intéressant? Est-ce qu'il y a des frais? Enfin voilà. Question un peu générale sur la délégation d'assurance. C'est une bonne question parce que justement la loi Lagarde qui date maintenant de 2009 avait prévu la possibilité aux emprunteurs de prendre l'assurance de leur choix. Jusqu'à présent, les banques imposaient l'assurance groupe. Maintenant, on peut faire jouer la concurrence. Encore faut-il le faire au moment où on souscrit son crédit. Donc visiblement, ce qui n'était pas le cas d'Olivier. Alors, comme tout contrat, normalement, en principe, on est censé pouvoir le résilier au moins chaque année à sa date anniversaire. C'est un tout petit peu plus compliqué pour les crédits immobiliers parce qu'il y a une analyse juridique qui fait que certaines banques estiment que c'est un accessoire. Alors on va un peu jargonner, mais on va vite expliquer. Ils vont considérer que c'est un accessoire au principal, le principal étant le crédit prêt immobilier. Donc ce qui veut dire que si vous résiliez votre crédit, votre assurance, c'est l'intégralité du prêt qui tombe. Et donc en général, ces banques-là demande le remboursement de l'intégralité du capital restant dû. Cette analyse, elle est un peu maximale et on peut quand même considérer que dans un jeu de concurrence bien établi, on puisse changer de banque. Donc certaines acceptent effectivement qu'on fasse jouer cette concurrence à condition de bien résilier le contrat 2 mois avant sa date anniversaire et surtout, et ça c'est le plus important, d'avoir déjà une autre proposition d'assurance derrière. Parce que là aussi, comme l'assurance est obligatoire, si vous résiliez un contrat sans en avoir un autre, vous ne remplissez plus une des conditions du crédit immobilier. N'empêche que si on s'y prend bien, si on va voir un célèbre courtier, pour ne pas le nommer, qui nous fait une proposition, qu'on est dans les règles de l'art, 6 mois avant, qu'on prévient sa banque, etc., et qu'elle nous oppose une fin de non-recevoir, qu'est-ce qu'on fait ? Aujourd'hui, pas grand-chose. Pas grand-chose. C'est bien le problème. Et c'est là où... Vous parliez de la loi Lagarde. Oui, mais la loi Lagarde, c'est uniquement au moment de la souscription du contrat. Là, on n'est plus dans la souscription du contrat de crédit, on est dans la vie du crédit. Et là, je sais que l'UFC Que Choisir mène un combat aujourd'hui contre les pratiques de ces banques-là. Et les courtiers en crédit aussi, et une sorte de bras de fer avec les banques. Et l'idée, aujourd'hui, c'est plutôt sur... Laissez-nous vendre nos crédits, nos assurances au moment de la souscription du crédit et nous, on vous fichera la paix sur les résiliations en cours d'année. Voilà un petit peu les enjeux. Donnant-donnant. C'est un peu du donnant-donnant. On va voir comment ça évolue. Nous, on est quand même extrêmement attentifs sur ce sujet-là parce que on considère que c'est un sujet très important. Il faut savoir que quand vous êtes en délégation d'assurance, que quand vous êtes jeune, non-fumeur, en bonne santé, etc., vous pouvez payer jusqu'à 2 à 3 fois moins cher que dans l'assurance groupe de votre banque. Oui. Donc les enjeux financiers sont très importants. Comme pour tous les contrats, on précise qu'il faut bien lire aussi toutes les conditions parce que parfois, dans les délégations d'assurance, il y a des conditions qui sont un petit peu plus drastiques, notamment sur les sports. Les sports ? Ouais. Pour ceux qui pratiquent le sport ? Et ouais. Comme vous. Et ouais. La voile. Et ouais. Allez, on poursuit. D'autres questions. Une question d'Aurélien. Aurélien qui voudrait savoir si la loi de finances en cours de discussion va modifier la fiscalité sur l'or. Alors... Aurélien, visiblement, se tient au courant de l'actualité. C'est vrai qu'en ce moment, la loi de finances est en discussion et tant qu'elle n'est pas adoptée, c'est un peu compliqué d'y voir très clair. À vrai dire, c'est un vrai gloubi-boulga. Enfin, on n'y comprend rien. Ce qu'on sait, c'est que, ce qu'on avait dit la semaine dernière, c'est que l'intégralité des revenus tirés des fruits du capital et de l'épargne vont être fiscalisés comme les revenus du travail au barème de l'impôt progressif. Oui. Mais voilà, l'or a une fiscalité un peu particulière. Rappelons-nous, si vous vendez des pièces ou des lingots, vous avez le choix entre soit vous payez 8% de taxes forfaitaires sur le montant de votre transaction, soit vous demandez à bénéficier de la fiscalité sur les plus-values mobilières. Et cette fois-ci, on vous applique 19% plus 15,5% de prélèvements sociaux uniquement sur votre gain, tout en sachant que vous avez droit à un abattement de 10% par année de détention au-delà de la seconde, ce qui veut dire qu'au bout de 12 ans, en fait, votre or est exonéré. Mais il se trouve que la loi de finances, elle a oublié
ce dispositif. Et soit c'est un oubli volontaire, hein, soit ils n'ont pas fait attention, mais il se trouve que la loi de finances, elle ne vise aujourd'hui que les plus-values sur cession de titres, mais elle a oublié cette partie-là. Donc, si rien ne change, si tout reste en l'état jusqu'à la fin de la session parlementaire, l'or pourra continuer à être taxé à 19% à partir de 2013. Voilà, questions et réponses très claires. Pour vous, Aurélien, qui vous interrogez donc sur la fiscalité de l'or, les réponses de Frédéric Durand-Bazin, rédacteur en chef du magazine Le Particulier. Et on montre la couve du numéro actuel de la une du Particulier. Réorienter votre épargne face à la hausse de la fiscalité. On n'est pas loin de la question sur l'or. Frédéric Durand-Bazin, le directeur de la rédaction donc du magazine Le Particulier.